Bonjour et merci de votre fidélité. On va parler sécurité routière avec Françoise Buzenot qui est sur notre plateau. Elle est psychologue spécialisée dans les questions de sécurité routière. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'être sur le plateau ce matin. C'est quoi être psychologue spécialiste des questions de sécurité routière ? Bonjour à nouveau et je vous remercie aussi également de m'avoir invité pour partager autour de cette thématique qui touche tout le monde et particulièrement les Iliens. Donc aujourd'hui, effectivement, on est à Mayotte avec un contexte particulier et d'ailleurs, je voulais aussi également apporter tout mon soutien également, ne serait-ce par le port de on va dire, de cette écharpe symbolique à la population mahoraise, puisque effectivement, dans ma qualité de psychologue, au-delà de la sécurité routière, qui est un agrément spécifique, je suis amenée aussi énormément à échanger en visio, à faire de la thérapie avec les Mahorais, de par de cette situation autour de l'insécurité et les dégâts qu'il y a autour. Mais maintenant, effectivement, nous allons revenir à la sécurité routière, où ça fait à peu près une décennie maintenant, je suis amenée à venir assez régulièrement sur l'île, où je travaille effectivement en collaboration avec un expert aussi également de la route, où on va parler du comportement du conducteur. Alors, je ne vais pas parler forcément de délinquants de la route, parce qu'effectivement, à un moment donné, lorsqu'on a notre permis de conduire, on est à un moment donné amené à modifier un petit peu ce fameux code de la route et avoir un comportement qui n'est plus du tout approprié et qui devient vite dangereux. Alors ça veut dire quoi, modifier le code de la route? Parce que les règles, elles sont connues. Si on ne les respecte pas, on sait qu'on peut, avoir un problème. Exactement. Oui, et effectivement, perdre des points ou avoir un procès. Effectivement. Alors le pire, effectivement, c'est passé au tribunal. Et on peut avoir son permis suspendu. Bon, ça reste quand même un des biens les plus précieux, notamment en matière de mobilité. Après, effectivement, il y a des effets pervers aussi de la mobilité. Ce matin, j'ai bien fait les frais, notamment où j'ai dû, effectivement, à un moment donné, utiliser le taxi-moto pour pouvoir arriver jusqu'ici. Donc clandestin. Donc, du coup, effectivement, ça m'a permis aussi également, dans cette posture-là derrière une moto, c'est de voir effectivement, la route, ça concerne tout le monde et la réglementation, elle concerne tout le monde, quoi. Mais alors, ici, à Mayotte, on le voit depuis l'année dernière, une multiplication du nombre de décès sur la route. Oui, quand on discute avec les gendarmes, on se rend compte que les gens, très concrètement, ne savent pas conduire. Ils doublent quand il y a une bande, ils doublent dans les virages. Et ça génère des morts et des blessés. Et pas que pour ceux qui ne savent pas conduire, également pour les autres usagers de la route. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ces comportements? Parce que les gens ont passé leur permis de conduire. Donc, s'ils ne savent pas conduire, pourquoi on leur a donné? Alors là, effectivement, il y a déjà l'obtention du permis de conduire où il y a un inspecteur qui est là et qui évalue les compétences du conducteur, à savoir s'il est apte ou pas à se déplacer. Et donc, du coup, à partir de là, on a espéré que le travail a été fait, sauf qu'effectivement, il y a une appropriation à un moment donné du code de la route. Et la personne va vite oublier ses règles. Et du fait que ça fonctionne, alors le bon fonctionnement pour le conducteur, c'est quoi? Si je m'autorise à m'arrêter ici ou à dépasser la ligne continue, je n'ai pas d'accident. Donc ça fonctionne, je continue. C'est simple, c'est comme ça. Et ça, c'est automatique, ça se fait de manière... intuitive. Parce que franchement, moi, il ne me viendrait pas à l'idée, quand bien même je ne respecte pas forcément toujours le code de la route, il ne me viendrait pas à l'idée d'aller doubler dans les lacets de Sarah Rano. Enfin, il faut quand même être un grand malade pour le faire. Elle est morte, celle qui l'a fait. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas tué qu'elle, en fait. Non, mais je dis, il y a des personnes, effectivement, qui va y avoir des comportements très déviants comme ça sur la route. Mais après, moi, fort heureusement, c'est quand même une de trop. Mais les 14 décès en lien sur la route à Mayotte, c'est quand même 14 décès de trop. Et c'est quand même des familles endeuillées et familles endeuillées. Mais oui. Ça reste quand même dramatique puisque le véhicule entre les mains reste une arme si elle est mal utilisée. Donc... effectivement, dans mon travail, c'est un peu le travail de fourmi, parce qu'on va sensibiliser les conducteurs à ça. On va sensibiliser à revenir dans le code de la route. On va sensibiliser même à la notion de courtoisie sur la route.
Et effectivement, pour ça, il y a des méthodes. Il y a effectivement des échanges, des groupes de parole. Il y a des mises en situation. Mais qui sont organisés ici à Mayotte. Alors oui, effectivement, qui est organisé depuis une décennie. C'est les fameux stages de récupération de points qui durent sur 2 jours. Et moi, ça fait environ 11 ans que je viens régulièrement sur l'île pour animer ce type de stage. Alors, il y a aussi, quand on discute avec les gendarmes et la police également, qui font quand même pas mal de contrôles et puis surtout qui vont ramasser les morceaux après les accidents. Bien sûr. Et il faut le dire, c'est des accidents très graves, ce qui se passe à Mayotte. Il y a le problème de l'alcool au volant qui devient une problématique de plus en plus prégnante ici, des accidents de la circulation. Pourquoi ici, d'abord, est-ce que c'est plus qu'ailleurs, les gens prennent le volant en n'étant pas aptes à le faire? Alors, je ne vais pas dire que c'est spécifique ici, puisqu'à La Réunion, c'est pareil aussi, quoi. Donc, effectivement, on a traversé des décennies de l'alcool au volant. Dans les années 70, c'était le fameux adage « boire un petit coup avant de prendre la route ». Le taux, c'était une circonstance atténuante. Donc, on a énormément évolué en 50 ans quand même. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est une circonstance aggravante. Non, bien sûr. En 50 ans, on a évolué. Sauf que il faudra toujours et continuer toujours à faire de la prévention autour des substances psychoactives telles que l'alcool ou bien même le cannabis ou le Zamal. Parce qu'effectivement, c'est de plus en plus, c'est des comportements de plus en plus au niveau sociétal qui devient, on va dire, routinier. C'est banalisé, sauf que ça devient aussi également la banalisation de conduire après avoir consommé. D'autant plus, ce qui est logique aussi également, qu'il y a une modification en fait. À partir du moment où on est sous substance psychoactive, il y a des biais d'optimisme qui vont ça veut dire quoi, des biais d'optimisme? On va se sentir fort, on sera capable de conduire, on sera capable effectivement d'arriver à destination et il est extrêmement compliqué de prendre les clés. En fait, il y a des gestes à avoir, il y a toute une organisation à avoir, effectivement, lorsqu'on est amené à sortir. Mais en métropole, ce concept de SAM, on a les premières campagnes ici qui commencent depuis une année. C'est pas très ancien, mais ça fait une année et demie que les campagnes commencent. En métropole, ça a mis combien de temps à prendre? En métropole ou à La Réunion, ça a mis combien de temps à prendre? C'est-à-dire, au bout de combien d'années de campagnes répétées, les usagers de la route se sont organisés quand ils partent en disant toi, tu bois pas ce soir et puis c'est toi qui conduis. Alors, les premières campagnes avaient eu lieu dans les années 80 et 90, le fameux SAM, et le fameux permis à points en 92. Mais on va dire que depuis 50 ans, on fait de la prévention autour de tout ça. 50 ans. Et aujourd'hui, il y a des intervenants, et aujourd'hui, c'est entré dans le programme de l'éducation nationale. On est des intervenants départementaux sécurité routière où on va œuvrer dans les écoles et parler effectivement, notamment, de l'alcool au volant pour les collégiens, ou bien alors à la maternelle. Déjà, on a effectivement des petits ateliers d'éducation routière. Mais c'est vrai que si on veut effectivement voir en termes de chiffres même, on est passé de 18 000 tués par an à aujourd'hui 3 200 par an. En matière de sécurité routière, tout chiffre confondu en fait. Et quelle que soit la cause du décès. La plus grande cause, généralement, c'est la vitesse, ça a toujours été la vitesse. Et puis en deuxième position, c'est alcool et substances psychoactives et le fameux téléphone en troisième position, avec la fatigue. Alors, il y a ici, il y a eu 4 parmi les décès de l'année dernière. Non, il y en a eu 2 l'année dernière et 2 cette année. Les jeunes,
et pas forcément des Mahorais, hein, ça peut être aussi des jeunes métropolitains qui sont ici, sortent dans des bars ou des boîtes ou tout ce que vous voulez, des établissements de nuit, on va dire. Ils consomment abusément de l'alcool et ensuite ils prennent le deux roues avec ou sans casque et forcément il se passe des drames. Quelle est la responsabilité des établissements qui servent de l'alcool, quelquefois à l'excès, à des gens dont ils perçoivent et ils voient très bien après, puisque l'organisation des lieux de nuit ici fait qu'on voit ce qui se passe, prennent ensuite des casques de moto et donc, ou pas, mais prennent la route. C'est quoi la responsabilité? Et est-ce que le patron d'un lieu de nuit doit à un moment dire non, stop, on arrête? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il a une responsabilité pénale, des comptes à rendre ou ce genre de choses? Il y a une réglementation comme ça où effectivement un distributeur de boissons doit à un moment donné dire stop et arrêter effectivement de servir si elle juge que la personne n'est pas apte à reconduire. Est-ce qu'il a la possibilité aussi, d'une manière ou d'une autre, d'empêcher des jeunes, parce que bon, c'est vrai, quelquefois les soirées elles durent longtemps, donc on reste dans le bar toute la soirée ou dans le lieu de nuit toute la soirée, on consomme beaucoup, mais comme le temps passe, on s'en rend pas compte et c'est au moment de partir que peut-être une alerte doit être faite. Est-ce qu'un responsable, un tenancier d'établissement de nuit peut dire non, toi tu pars pas? C'est compliqué, il peut très bien ne pas servir à un certain moment. Mais après, il ne pourra pas non plus dire « tu ne pars pas ». C'est très compliqué, en fait. Et quel est le rôle du psychologue, justement, à un moment? Comment on peut faire prendre conscience à une personne qu'elle a des conduites dangereuses pour elle-même, mais aussi pour les gens qu'elle a dans sa voiture ou sur son scooter derrière elle, mais aussi pour les autres gens qui n'ont rien demandé à personne, en vrai? En fait, on va les amener à échanger sur leurs pratiques au quotidien. Déjà dans un premier temps, et après, effectivement, les amener petit à petit sur leur expérience, on va dire, psychotrope, l'expérience ou la non-expérience, c'est-à-dire quelle est leur réaction quand ils voient effectivement une personne conduire après avoir consommé, ou bien eux-mêmes, quand ils sont amenés à boire un verre, 2 verres d'alcool, quelle est leur décision après face à la route. Et ça marche? Il y a des gens, à force de les sensibiliser, qui prennent conscience que ce qu'ils font n'est pas bien ou dangereux, parce que la notion de bien et de mal, c'est voilà, au moins dangereux, et ensuite, derrière, ne le font plus. Ça marche parce qu'il y a aussi la sanction derrière qui est très, très lourde. La sanction, en fait, est autour de leur permis de conduire. Donc, forcément, la personne, à un moment donné, déjà, lorsque la sanction tombe, il n'y a pas beaucoup d'alternatives pour se déplacer dans les îles, c'est clair. D'une manière générale. Donc, à un moment donné, effectivement, il va y avoir une prise de conscience. Alors, parfois, effectivement, on va travailler sur la notion de dépendance, mais là, on est sur de la thérapie individuelle. Et puis après, par la suite, on va effectivement être amené à travailler sur des modules autour de l'accidentologie, autour de l'activité de conduite, l'impact que les substances psychoactives ont sur cette fameuse activité de conduite. Mais alors, si je comprends ce que vous êtes en train d'expliquer, quelqu'un qui change son comportement, il le fait plus parce qu'il a peur de perdre son permis ou qu'il a peur de perdre des points, enfin d'être en situation difficile, que parce qu'il a peur pour lui-même. Alors, généralement, dans un premier temps, moi je ne vais pas vous mentir, ça fait 15 ans que je fais ça maintenant, il est clair que le permis, il n'a plus la possibilité, il y a une très grosse remise en question. Mais après, effectivement, dans les jours qui vont suivre, la personne, effectivement, va se prendre en main, en fait, et va travailler sur cette conduite addictive qui peut amener à l'accident. Donc, mais de prime abord, le choc, c'est de ne plus pouvoir conduire, quoi. Et parfois même, lors d'un entretien, on arrive et on me dit « Mais madame, moi, heureusement que le gendarme m'a arrêté. » Donc, après coup, ils se rendent compte effectivement du caractère dangereux de conduire après avoir bu ou après avoir consommé du cannabis. Ou rouler trop vite. Ou rouler trop vite. Ou rouler n'importe comment. N'importe comment, ouais. Ou bien, tout simplement, ne pas faire de stop. Enfin, il y a faire tellement des SMS au volant. Oui, le téléphone ici, oulala. Bon, c'est pas qu'ici. Oui, mais moi, à chaque fois, je suis très, 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 très étonnée de l'usage de téléphone au volant.
pourtant c'est pratique. C'est pratique peut-être, mais... Regardez, vous en avez fait l'amère expérience ce matin. On est dans les bouchons pendant de longues heures, on s'ennuie dans les bouchons. Donc on utilise le téléphone, on regarde ses mails, on fait des SMS, on répond à des gens. Enfin, on prend on a ce sentiment de ne pas perdre de temps en fait. Voilà. Mais quand ça avance, on n'a pas terminé, alors on continue. Non, mais c'est là où effectivement on doit vraiment sans arrêt s'auto-réguler, quoi. Parce que c'est tentant d'être dans un bouchon pendant 3 heures de temps. Le téléphone est devenu... c'est une véritable addiction aussi en même temps, aussi bien que c'est un objet révolutionnaire. Mais c'est vrai que l'homme n'aime pas l'ennui et donc avoir le sentiment que je vais gagner du temps en gérant mes appels téléphoniques, ne serait-ce dans le cadre professionnel, ça va se faire effectivement dans un bouchon. Et au détriment peut-être de la sécurité au moment de la reprise. En tout cas, merci beaucoup, je vous en Françoise Busnot. J'aurais aimé qu'on ait plus de temps. Moi aussi. Vous reviendrez puisque vous venez souvent. Oui, le mois prochain, je suis à nouveau là. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite à la suite de nos programmes.